Hola. Bueno, bona tarda a tothom. Si us sembla bé, reprenem la jornada d'avui. Ara continuarem amb la Céline Martín-Marie Salapons, que és doctora en Història per la Universitat de Niça Sofia Antipolis. Des del 2008 és professora investigadora de la Universitat de Montpellier i des del 2022 dirigeix el Memorial del Camp de Rivesaltes. És cavaller de l'Ordre de les Arts i de les Lletres i conservadora en cap de patrimoni francès. Donem la benvinguda a la Céline. Gràcies. Moltes gràcies. Disculpeu pel meu català. Doncs és el català de l'exili, del meu avis, que han vingut de Manresa, i doncs per mi serà més fàcil parlar en francès. Donc, bonjour à toutes et tous. Très honorée d'être avec vous ici à Barcelone, ici dans cette ville si importante pour toutes les questions dont je vais vous parler cet après-midi. Alors, je vais vous présenter le mémorial du camp de Rivesaltes. Alors, ce mémorial, il a été inauguré en 2015. Il est tout près, d'ici, à seulement 2 heures de route, d'ici, de Barcelone. Et c'est un lieu très important parce qu'il a été le plus grand centre d'internement de toute l'Europe de l'Ouest. À la fois le plus grand par sa superficie, il fait 6 km², par sa durée d'existence, près de 70 ans. Oui, vous avez bien entendu, 70 ans d'existence, jusqu'en 2007, messieurs, dames, 2007. Et très important aussi dans l'Europe de l'Ouest pour sa densité historique dont je vais vous parler un petit peu. Plus de 60 000 personnes ont été, des femmes, des enfants, des hommes, ont été internés avec des vies brisées, notamment par la guerre civile espagnole. D'abord les républicains qui ont fui le franquisme, mais aussi la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu aussi des juifs étrangers qui ont été internés, et puis des tziganes, rappelons-le, qui étaient français, qui ont été internés au nombre de 1400 à Rivesaltes. Et les guerres de décolonisation, les Harkis, qui sont venus d'Algérie, bien sûr, et les Guinéens, qui étaient donc des coloniaux, qui ont été démobilisés à Rivesaltes. Pour quelles raisons étaient-ils enfermés? Essentiellement parce que c'était des étrangers, rappelons-le. Ils n'avaient commis aucun crime. Ça, c'est très important, on va en échanger, je pense. Et tout simplement, ils se retrouvaient sur un territoire, à savoir la France, où l'État français ne souhaitait pas ces populations qu'il qualifiait d'indésirables. Alors, une petite vidéo peut-être pour vous montrer ce lieu absolument exceptionnel qui a été édifié en 2015 pour se souvenir. Vous voyez ce camp construit, ce mémorial construit au milieu des baraques, au cœur de ce qui fait finalement ce lieu des mémoires. Vous voyez les baraques, les vestiges là tout autour, et le mémorial au milieu. Salle pédagogique.
Voilà, je voulais vous montrer cette petite vidéo pour vous présenter un peu cet équipement absolument, comme je vous disais, exceptionnel, d'autant plus à l'heure du zapping, à l'heure où finalement, eh bien, on accumule les informations sans finalement réfléchir à leur relativisme, alors que c'est un temps, c'est un lieu qui permet un enseignement sur un temps long, où souvent les professeurs d'histoire, mais pas seulement, viennent au mémorial de Rivesaltes pour travailler presque toute l'histoire du second XXe siècle. Alors je crois que nous sommes responsables de la postérité, avec l'équipe que je dirige à Rivesaltes, de ces milliers de destins individuels qui ont forgé finalement l'histoire collective de ce lieu. Alors avec l'équipe, on s'emploie à essayer de faire rayonner ce lieu. Je vais essayer de vous en parler, de l'éclairer, c'est-à-dire de continuer à écrire l'histoire de ce lieu, puisque, par exemple, nous venons de découvrir qu'il y avait plus de 40 000 Sénégalais qui étaient passés en dessous des radars, aucune existence légale à Rivesaltes alors qu'ils étaient là. Et donc l'idée étant réellement de pouvoir permettre au plus grand nombre, nous accueillons aujourd'hui plus de 80 000 visiteurs par an, donc 30 000 scolaires, avec toujours cette ambition renouvelée d'un idéal humaniste, d'une éducation citoyenne, qui fonde, je crois, la légitimité et la nécessité finalement des lieux mémoriels, partout en Europe. Voilà, donc c'est ce lieu un centre d'interprétation. Vous le voyez, il est complètement enterré, l'idée étant qu'il ne dépasse pas les baraques, pour que quand on arrive, on découvre la réalité d'un camp, que vous appelez ici campo de concentration. C'est la réalité d'un camp d'internement tel que l'ont découvert finalement ceux qui ont transité par ce lieu. Alors ce qui nous intéressait aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis venue vous parler, c'est quel est le lien entre ce lieu et la recherche dans cet établissement. Et je crois que c'est un incubateur de recherche, ce lieu, un véritable laboratoire citoyen, mémoriel, et je vais essayer de vous le définir. Un incubateur de recherche au service d'une archéologie des mémoires. La volonté de l'État français, c'était de déshumaniser dans ce lieu, de dire 1400 tziganes, 2732 juifs ont quitté Rivesaltes comme destination finale Auschwitz. Donc c'est un lieu, c'est l'antichambre d'Auschwitz, Rivesaltes, et pourtant c'est un carrefour transfrontalier où finalement se sont mêlés des Espagnols républicains, des tziganes français, des Juifs. À la Libération, vous l'imaginez bien, ça sera les autres indésirables, c'est-à-dire ceux qui étaient suspectés de collaboration avec le gouvernement de Vichy. Et puis ensuite, tous les indésirables que l'État français ne voudra pas voir, ils les placeront à Rivesaltes. Voilà. Donc l'idée, c'est des liens complexes, vous l'imaginez bien, dans cet enchevêtrement des mémoires, dans ce lieu, mais qui en fait aussi la force et l'aspect assez unique en France et en Europe de cet établissement, qui nous demande de conjuguer 4 enjeux majeurs sur la recherche. Le premier enjeu plutôt que je vais essayer de vous définir, c'est les enjeux entre mémoire et histoire. Depuis ce matin, et c'était très intéressant pour moi, beaucoup ont présenté leur musée. Nous, ici, ce n'est pas un musée à Rivesaltes, c'est un mémorial. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que ça suppose pour nous en termes de recherche. Le deuxième enjeu, c'est d'inscrire ces trajectoires humaines de ces 60 000 personnes qui sont passées par Rivesaltes dans différents espaces géographiques. Comment on essaie finalement de repousser les frontières pour penser à l'échelle européenne, pour être fidèle finalement à ces personnes qui ont été internées. Le troisième enjeu, vous l'avez vu, les baraques, c'est la responsabilité, et ça on en a parlé aussi ce matin, la conservation, la recherche, finalement archéologique aussi de ces baraques pour qu'on puisse les transmettre pour les générations à venir. Et le dernier enjeu, qui est un enjeu pour nous, j'ai envie de dire, tous les jours, qui est la lutte contre la falsification des mémoires et la lutte contre le révisionnisme. On le sait bien, puisqu'on instrumentalise la mémoire à des fins politiques. Donc voilà un petit peu nos 4 enjeux. Alors peut-être le premier enjeu que je pourrais vous définir, c'est comment on concilie à Rivesaltes le couple histoire et mémoire. Rivesaltes, ce n'est pas un historial, c'est bien un mémorial.
qu'est-ce que ça veut dire un mémorial? La volonté dans ce lieu, c'est de mettre le témoin au cœur du processus de recherche. Cependant, on sait bien que la mémoire, elle permet de préserver le lien social, elle permet aussi de construire une identité collective, et puis surtout de comprendre les racines historiques qui sont les nôtres, de renforcer aussi nos valeurs de cohésion, et d'éviter, souhaitons-le, la répétition des erreurs du passé. La mémoire, elle est vraiment essentielle pour faire société. Elle constitue un socle commun autour duquel on peut penser un futur commun avec enthousiasme et joie. Et elle permet surtout à des individus, à des groupes, de pouvoir se reconnaître dans un récit partagé. Et je crois qu'on en a bien besoin par les temps qui courent aujourd'hui. Ce lien avec la mémoire, on le voit nous tous les jours quand on accueille des visiteurs, il permet de renforcer une cohésion sociale. Je vous donne un exemple. Nous avons une seule salle pour toutes les mémoires. Pourquoi? Parce que même si je suis par exemple descendant de républicains espagnols, eh bien je découvre que l'horreur n'a pas eu de frontières, que les Juifs ont souffert exactement des mêmes choses, que les Harkis en 1962 ont souffert également des mêmes choses. C'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qui nous rapproche plutôt qu'à ce qui nous éloigne. Et c'est, il me semble, ce type de lieu, ce type de mémoriaux, qui permet aujourd'hui de travailler un récit partagé et le sentiment d'appartenir à une communauté, qu'elle soit nationale, qu'elle soit européenne et qu'elle soit internationale. L'approche mémorielle, elle repose sur des témoignages, vous l'imaginez bien, et cependant, j'ai envie de dire, sur des vérités subjectives qui appartiennent finalement aux témoins. Dans la mémoire, s'imprègne ce qu'il nous reste, sans forcément le passer au filtre de l'analyse critique. Et c'est ce que fait l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'histoire au mémorial, pour que dans ce couple, dont l'attention n'est pas toujours facile à trouver d'ailleurs, nous puissions, par l'histoire, permettre, par cette discipline scientifique, à reconstituer un passé de manière progressive, mais surtout critique. C'est l'historien Marc Bloch qui disait que c'est une science des hommes dans le temps. Peut-être pour vous résumer, pour moi, la mémoire, elle est fragmentée, elle est vivante. Si nous allons tous assister à une pièce de théâtre, chacune et chacun d'entre nous garderont en mémoire certaines choses, pas les mêmes choses, selon notre histoire, selon notre vécu, selon notre affect sur le moment. Alors que l'histoire, elle cherche à la mettre à distance et elle cherche à l'analyser. Donc c'est deux approches distinctes, mais qu'on essaie de faire coexister au mémorial du camp de Rivesaltes dans cette complémentarité. Parce que la mémoire, elle offre un matériau brut, elle offre une vision intime du passé quand on entend les témoins, alors que l'histoire, elle va l'ordonner et elle va la contextualiser. J'ai l'impression que l'histoire part du présent pour reconstruire le passé, alors que la mémoire part du passé pour finalement nous parler dans un contexte présent. Quand on entend les témoignages, par exemple des Juifs à Rivesaltes en 1941-42, on n'est absolument pas loin de ce qui vient de se passer aux Pays-Bas il y a quelques jours. C'est exactement les mêmes mots, c'est exactement le même vocabulaire utilisé. Donc c'est ce qui est, à mon sens, vraiment intéressant dans ce type de lieu. Et donc ça explique un petit peu un positionnement particulier que nous avons au niveau de la recherche, à la croisée, j'ai envie de dire, de mouvements antagonistes, mais complémentaires, qui mêlent à la fois objectivité scientifique et à la fois une subjectivité testimoniale. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, ça serait d'inscrire le parcours des témoins dans la bonne échelle géographique. Et ce qui nous a intéressé beaucoup à Rivesaltes, c'est la question de la dimension transnationale. Quand par exemple les exilés prennent la route, ils vont s'arrêter à Rivesaltes, mais c'est souvent qu'une étape vers ailleurs. Et or, le fonctionnement juridique de chacun des pays, le fait que chaque pays ait
et ses archives empêchent de pouvoir reconstituer des parcours de part et d'autre dans toute l'Europe. Et donc c'est précisément cela qui nous a intéressés, parce qu'à Rivesaltes, par exemple, il y a eu plus de 100 nationalités. 100 nationalités. Certains historiens parlent de la tour de Babel. Ça parlait toutes les langues à Rivesaltes. Et donc c'est dépositaire de la mémoire des républicains espagnols, qui, comme vous le savez, vous connaissez, je pense que certains d'entre vous connaissent la maternité d'Elna, connaissent le camp d'Argelès, avec le mémorial du camp d'Argelès. Eh bien, il y a une dynamique enclenchée par le gouvernement espagnol qui a posé le mémorial du camp de Rivesaltes comme un haut lieu de l'exil des républicains espagnols. Cet acte a été un acte magnifique qui s'est passé l'année dernière à Madrid, au Sénat, en présence de votre président, le président Pedro Sánchez, qui a fait inscrire pour la première fois dans l'histoire, dans la Commission européenne, eh bien, cette histoire mémorielle. Et donc l'idée, pour nous, a été, au-delà vous imaginez, d'une communication à destination des visiteurs, ça a été l'idée de pouvoir nous fédérer avec un ensemble des lieux de mémoire de part et d'autre de la frontière. Avec le mémorial démocratique, ici, de Barcelone. Alors ça a été sous l'égide de la Direction générale de la mémoire démocratique, avec le mémorial démocratique, avec le musée de l'exil de la Junquera, avec la maternité d'Elna, avec le mémorial du camp d'Argelès et le mémorial de Rivesaltes. Sachez qu'à partir de janvier 2025, pour un seul billet à hauteur de 10 €, vous pourrez circuler dans tous ces lieux de mémoire de Barcelone à Rivesaltes. Quelle était notre idée? Bien sûr qu'il y ait une circulation plus aisée des publics. Finalement, c'est l'histoire qui nous concerne à chacune et chacun d'entre nous, d'où que nous venions. Mais c'était aussi l'idée d'échanger sur des pratiques, faire circuler des expositions. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de l'exposition. J'en parlais tout à l'heure de Joseph Bartoli. C'est exactement ça l'idée. C'est-à-dire que si nous sommes producteurs d'expositions en France, l'idée c'est que ça soit ensuite à Figueres, à Gijón, à Barcelone et vice-versa. Donc il y a cette idée de valoriser aussi un patrimoine mémoriel. Il y a l'idée de faciliter la circulation, comme je vous l'ai dit, de nos publics, d'expositions, d'événements. On organise des colloques ensemble. Et nous avons créé un réseau qui s'appelle Exilis. Exilis. Pourquoi? Parce qu'avec ses collègues du réseau, donc vous avez donc le Moumé, avec le camp d'Argelès, j'en ai pris quelques-unes, la maternité d'Elne. C'est quoi l'idée? L'idée étant vraiment de se dire que les frontières n'ont pas de réalité, les frontières sociales, physiques, n'ont pas de réalité, et qu'il est important de les repousser pour qu'on puisse justement travailler à reconstituer des itinéraires de vie aussi pour toutes ces personnes. Ça, c'est notre enjeu numéro 2, c'est-à-dire de s'inscrire dans une dynamique nationale, internationale, dans la recherche, pour repousser les limites administratives et puis surtout amplifier notre coopération internationale, où nous avons pour cela obtenu des aides avec Interreg, POCTEFA, pour nous aider à mener à bien ce projet. C'est la première fois qu'en Europe, 2 pays, la France et l'Espagne, s'unissent autour des questions mémorielles. Donc c'était pour moi important de vous en parler. Des interrelations, mais parce que je crois que la bataille de la mémoire, elle est engagée. On pourra en discuter, j'espère que vous aurez des questions. Et je pense qu'on ne peut pas la perdre aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que collectivement, et je crois qu'avec tous les collègues partenaires du réseau, on est tous vraiment conscients de ça. Voilà notre deuxième enjeu. Le troisième enjeu, ça va être celui de lutter contre la falsification des faits. Je le dis souvent et on en parle souvent entre nous, même au sein de mon équipe. Je crois que nous devons faire en sorte que finalement la visite, ça soit une promesse d'éducation éthique face au chaos du monde dans lequel on se trouve. Et je crois que les médiateurs, les équipes techniques, les équipes pédagogiques et même administratives, on a tous vraiment ça présent en tête. On voit bien, nous venons d'organiser à Rivesaltes un colloque sur l'éducation, un colloque international.
Donc l'acte 1 avait été lancé à Madrid, comme je vous ai dit l'an dernier en octobre, et nous avons accueilli en France, donc à Rivesaltes, l'acte 2, où on voit comment ça se passe finalement en Hongrie, comment ça se passe en Italie, comment ça se passe dans les contextes de fragilité démocratique. Et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à en faire un élément central d'une révolution culturelle pour qu'on puisse lutter contre ce qu'on essaie d'instrumentaliser, comment on essaie finalement d'instrumentaliser l'histoire. Donc il faut mobiliser nos énergies sur la transmission à l'égard de tous nos visiteurs. C'est pourquoi nous organisons des cafés philo, nous organisons des moments assez divers pour que, si quelqu'un en a assez de regarder les chaînes de télé, il puisse venir au mémorial comme un laboratoire citoyen où on vient écouter un spécialiste de la question parler de tel ou tel événement. Donc c'est la recherche de la vérité historique, c'est ça qui nous anime. C'est finalement la réappropriation d'une mémoire collective aussi. Et puis, comme on le martèle souvent, je crois qu'il n'y a pas d'autre planche de salut que celle de l'exactitude des faits et de la rigueur qui nous permettra de pouvoir défendre cette éthique du savoir. Et puis enfin, notre dernier enjeu, c'est comment on conserve les traces, comment on fait émerger de nouvelles traces. Je crois que les mémoriaux, partout en Europe et même dans le monde, sont aujourd'hui des sentinelles avancées d'une politique mémorielle. Alors oui, nous sommes un gardien d'archives, c'est-à-dire que si vous voulez être vérifié ou voir si quelqu'un de votre famille est venu et passé par le camp de Rivesaltes, mes équipes seront là pour vous accompagner. Oui, nous sommes aussi un centre de documentation, notamment pour les chercheurs. Nous avons des étudiants en thèse, bien sûr, avec toutes les universités, Toulouse, Montpellier, Paris, qui sont agrégées autour de nous. Mais je crois que nous ne sommes pas que ça. Je crois aussi qu'on conserve l'âme des lieux. Vous avez vu ces baraques tout à l'heure dans la vidéo? Les enfants le disent très bien. Quand ils arrivent, de découvrir finalement l'existence réelle, le lieu de vie, où des baraques étaient prévues pour 40 soldats, 80 personnes étaient finalement contenues dans ces baraques, dans des conditions les plus déplorables possibles. Pas de nourriture, des poux, bien sûr toutes les maladies, pas d'eau potable. Je vous rappelle que la Catalogne du Nord est très touchée par la sécheresse aujourd'hui. C'était déjà le cas. L'été 40 a été un été terrible, avec des températures terribles, plus de 45 degrés, et un pic de mortalité très important. Donc je crois qu'il s'agit aussi de montrer la permanence de ces paysages, de travailler aussi à, non pas la reconstitution, puisque là on ne serait pas proche de l'histoire, mais bien la cristallisation des baraques pour qu'on ne puisse jamais finalement oublier. Et puis permettre aussi aux témoins, encore vivants, de retrouver une part d'eux-mêmes, pour leur famille aussi, pour qu'ils puissent retrouver un peu finalement de leurs ancêtres qui sont passés là. Et puis j'ai envie de dire avec tout un chacun, partager une part du sensible aussi de ce que fut leur quotidien. Donc lorsque vous visitez Rivesaltes ou d'autres camps, je parlais d'Auschwitz, mais on pourrait parler de Dachau aussi ici, bien sûr, je crois qu'on ne peut plus dire que ça n'a pas existé. Et sauf à être un monstre froid, mais je crois qu'il n'en existe pas de nature, eh bien je pense que c'est ce type de lieux qui font qu'aujourd'hui, d'où l'attrait aussi pour ces lieux de mémoire. D'ailleurs, nous avons plus de 7500 Catalans qui viennent chaque année au mémorial. Nous en parlions, les universités de Gironde, de Barcelone, qui viennent de nombreux au mémorial. Mais je crois que c'est ce genre d'expériences qui font qu'on ne peut plus lui dire que ça n'a pas existé. Comment mieux lutter contre le révisionnisme que de découvrir la vie, d'entendre des témoignages, voire de rencontrer finalement des témoins. Et donc notre idée a été là. Stéphanie Senot, qui est une des dernières rescapées d'Auschwitz aujourd'hui, qui a demandé à sa sœur, Esther, qui lui a dit « Il faut absolument que tu sortes du camp d'Auschwitz », elle avait 15 ans, pour que tu puisses raconter ce que des hommes font à d'autres hommes. Eh bien, je crois que ce type de lieu, comme celui que je dirige, est aussi celui-là. C'est-à-dire celui de réfléchir à comment on peut expliquer aussi l'innommable, sans traumatiser à destination des jeunes générations, mais ça peut-être un jour je viendrai vous parler comment on réfléchit la pédagogie pour enseigner sans traumatiser, comment on accompagne ça. Mais en tout cas, nous, dans la recherche, eh bien, on essaie d'accompagner les associations, on essaie d'accompagner tous ces groupes mémoriels
Je pense aux Tziganes en particulier. On va organiser les premières assises de l'historiographie des Tziganes, parce que le génocide des Juifs est reconnu à l'échelle européenne, mais absolument pas celui des Tziganes au niveau du droit européen. Donc on va les accompagner, et c'est tout à fait la mission d'un mémorial d'accompagner scientifiquement des assises historiographiques sur cette question. Nous sommes en train aussi sur un plan, pour vous donner quelques exemples, peut-être vous en avez entendu parler parce que ça a beaucoup été communiqué dans la presse, nous sommes en train de renseigner une campagne de fouilles de 218 corps de bébés harkis. 218 corps. Donc nous sommes en plein là-dedans aujourd'hui avec les familles qui demandent pour pouvoir faire le deuil, eh bien, de pouvoir retrouver ces corps. Et même si c'est tard, on est persuadé avec l'équipe que ce n'est jamais trop tard pour pouvoir rendre dignité à toutes ces familles. On coproduira aussi un colloque, ce matin on a parlé des femmes, je trouvais ça intéressant la question dans le public, sur les femmes et les enfants dans les camps. Souvent quand on vient à Rivesaltes, je sais que beaucoup d'entre vous sont venus, beaucoup d'images concernent les hommes. On voit les hommes, pourquoi ? Parce que beaucoup d'Espagnols étaient à la frontière, en particulier séparés. Les hommes venaient à Rivesaltes, les femmes et les enfants partaient sur Gurs. Donc on voit beaucoup d'hommes. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas montrer des femmes, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup plus d'hommes, en tout cas parmi les Espagnols, et notamment dans les compagnies de travailleurs espagnols. Peut-être certains d'entre vous connaissent les CTE ou les groupements de travailleurs espagnols qui sont venus pour le mur de l'Atlantique, en particulier. Tout ce travail forcé. Et donc nous, là, ce qu'on veut, au cours de l'année à venir, c'est d'organiser un colloque sur les femmes et les enfants, parce que vous imaginez, mesdames, l'intimité dans ces lieux, avec des toilettes qui sont bien sûr mixtes, en période de menstruation. Comment vit-on ? Comment vit-on ? Les femmes expliquent très bien qu'elles devaient attendre la nuit tombée pour pouvoir se rendre aux toilettes, avec tous les dangers de la réalité de la vie dans ce camp. Donc c'est tout ça qu'on veut continuer à éclairer, à mettre en lumière pour continuer à écrire l'histoire de ce camp. Enfin, on complète toujours le corpus de témoignages. C'est toujours le témoin qui est l'ADN de ce lieu. On a encore la chance d'avoir de nombreux témoins qui sont vivants, selon les périodes, et donc l'idée est là. Et puis enfin, on produit des contenus scientifiques, puisqu'on veut refondre le parcours actuellement scénographique pour qu'il soit à hauteur d'yeux d'enfants et qu'il soit davantage inclusif pour des personnes en situation de handicap en particulier. Voilà, alors il me reste à conclure. Vous dire que pour nous, ce qui est important à Rivesaltes, bien sûr, il y a cette dimension scientifique, mais je n'oublie pas la dimension sensible. C'est pour ça que nous avons une programmation culturelle et artistique très très importante, parce que la mémoire ne peut pas être que scientifique, elle doit être sensible aussi. Et certains viennent pour un concert de musique, d'autres viennent pour une pièce de théâtre. Moi j'ai envie de dire, peu importe le médium par lequel on entre dans ce type de lieu, ce qui compte, c'est finalement le message avec lequel on ressort. Je crois que l'art, c'est une fenêtre sur le monde, mais c'est aussi un formidable outil de transmission. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais très heureuse de participer à cette rencontre, parce que je crois qu'on vient se nourrir mutuellement d'expériences. Et puis, j'avais intitulé ma conférence « Mémoire et mémoriaux au temps de l'éphémère ». Je crois que c'est ce genre de moment tel que nous le vivons depuis ce matin. Merci beaucoup aux organisateurs, merci à Martin en particulier, parce que je crois que c'est ce genre de moment qui nous fait sortir d'un quotidien et qui nous permet de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à cette tyrannie de l'éphémère. Et je crois que ces temps sont si importants pour réfléchir à nos missions stratégiques qui sont les nôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tenim una pregunta online de la Montse Palomar que ens pregunta si no està en aquesta xarxa el memorial del camp d'Esmil. Alors, le camp d'Esmil, c'est un camp qui est à côté de Marseille. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et qui est extrêmement intéressant parce qu'il a développé toute une approche du lieu à travers la lutte contre les discriminations. La lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte
contre la xénophobie au sens large. Et on travaille, je fais partie d'un réseau où on construit ensemble beaucoup d'événements, parce que je ne vous ai pas amené ma programmation artistique, ce n'était pas l'enjeu d'aujourd'hui, ni culturelle, mais quasiment toutes les semaines, nous avons un événement qui vise justement à lutter contre la xénophobie, à lutter contre l'antisémitisme, d'autant plus que je pense que, mais je le rappelle peut-être, Perpignan est tout proche de Rivesaltes. Nous sommes à 15 km de Perpignan, qui est aux mains de l'extrême droite, depuis maintenant 4 ans. Donc le mémorial de Rivesaltes est un phare un peu dans le brouillard, et d'où l'importance de travailler en réseau avec le Camp d'Émile, comme la question m'est donnée. Tres preguntes de Maria José de València, que pregunta quants testimonis orals teniu recollits, a quin repositori els teniu guardats i amb quin sistema de gestió treballeu aquest arxiu i quina proporció d'aquests testimonis són consultables online. Magnifique. Alors, merci pour ces belles questions. Alors, aujourd'hui, on a plus de 182 témoignages disponibles. 182. Ils font à peu près tous entre 4 à 5 heures, ces témoignages. Et depuis 2 ans, nous sommes dans un projet français de l'Université de Paris, avec Paris 1. On travaille sur, ça s'appelle une ANR, c'est-à-dire c'est l'Agence nationale de la recherche en France. Et nous avons développé un dispositif qui s'appelle Matrice. Vous savez, d'ailleurs c'est très intéressant puisque c'était le 13 novembre 2015 où il y a eu ces attentats à Paris et où il a fallu recueillir la parole finalement des survivants de ces attentats. Eh bien nous avons dupliqué ce module pour que nous puissions nous atteler à ceux de Rivesaltes. Donc aujourd'hui, vous avez à Rivesaltes à disposition plus de 39 témoignages de femmes, d'hommes et d'enfants. Et le but de refondre le parcours permanent, c'est qu'on puisse avoir accès à encore plus de témoignages dans différents lieux pour pouvoir, selon ce qu'on vient chercher, avoir des parcours un petit peu comme ça personnalisés. Et donc le logiciel, c'est le logiciel Matrice, sur la question qui m'est posée. Et c'est justement tout l'enjeu pour moi de ce 21e siècle, c'est qu'on soit davantage dans le numérique, avec peut-être des hologrammes, avec peut-être des gens qui nous parlent à l'heure de la disparition des témoins. No sé si hi ha alguna pregunta a la sala que li vulgueu fer. No? Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Céline.